Du séminaire 2022 du Centre d'Alembert, le thème annuel du séminaire étant du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance, comment partager le savoir. Avec Joël Merker, qui est membre du conseil des programmes du Centre d'Alembert, nous avons réfléchi à la façon de décliner cette thématique pour les mathématiques. Et dans cet institut, où la bibliothèque Jacques Adamar a un rôle tellement important, central, en matière de partage de savoir et en matière de patrimoine. Et la séance d'aujourd'hui a ainsi été intitulée « La mathématique comme science ouverte et libre à travers l'histoire, le rôle des bibliothèques ». Donc, nous aurons deux exposés. Un premier, présenté par Elisabeth Kneller, qui est responsable de la bibliothèque mathématique Jacques Adamar et responsable du réseau RNBM, dont vous entendrez parler, le réseau national des bibliothèques de mathématiques. Le titre de son exposé, vous l'avez à l'écran, Bibliothèque des mathématiques des années 1970 à aujourd'hui, une mission spécifique au service de la communauté mathématique nationale, garantir et préserver un accès pérenne et partagé, chacun des mots ayant une importance cruciale. Le second exposé sera présenté par Joël Merker, qui est professeur ici à l'Institut de mathématiques d'Orsay, qui est l'ancien directeur, il ose dire directeur à la retraite de la bibliothèque Jacques Adamar. Tu m'as dit que tu étais directeur à la retraite de la bibliothèque Jacques Adamar. Et dont l'exposé s'intitulera « Modernisation et renaissance du patrimoine documentaire en mathématiques, comment faire revivre un savoir ouvert ». Donc l'idée est que les deux orateurs enchaînent leur intervention d'une cinquantaine de minutes et que les questions, alors à la fois ici dans l'amphithéâtre et puis pour les personnes en visio par l'intermédiaire du chat, j'imagine, puissent, il y aura le moment de discussion. À vous, Elisabeth. Bon, merci. Alors, Hélène Gisbert, elle a déjà présenté le sujet de cette intervention. Finalement, c'était aussi elle qui m'a encouragée de faire cette présentation. Il faut dire le patrimoine mathématique et les bibliothèques, ça fait aussi partie c'est aussi un sujet dans le cadre un de nombreux sujets dans le cadre d'un projet ANR, Patrimat, dont Hélène Gisbert est vraiment une des actrices fondatrices de ce projet. Et la bibliothèque aussi participe à ce projet. Et maintenant, c'était l'occasion. Elle m'a encouragée de vous présenter le rôle des bibliothèques dans le patrimoine mathématique. Alors, j'ai un petit, là, je vous présente un peu le plan. Je commence d'abord à parler de la documentation mathématique. Bien sûr, pas du point de vue scientifique, mais du point de vue de mon expérience en tant que bibliothécaire. Je parle aussi de la naissance, de la création du rôle de la bibliothèque Jacques Adamar. Je vais présenter, bien sûr, après aussi le travail en réseau, parce que le réseau, c'est un des acteurs vraiment important pour gérer le patrimoine mathématique. Et je vais faire un petit discours sans aller dans les détails de la science ouverte, aussi du patrimoine du support vers le numérique. Alors, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres disciplines, par exemple en SHS, aussi en physique, aussi physique théorique. C'est le caractère vraiment de la documentation mathématique qui a un caractère essentiel et pérenne.
Ce qui distingue aussi les mathématiques, c'est que selon mon expérience, je vois que la communauté mathématique s'investit beaucoup dans la documentation. Ça, je ne connais pas les autres domaines, comme ça je vais me limiter, je vais parler aussi pour mon expérience de la documentation mathématique. C'est un patrimoine qui garde sa valeur. Des preuves ou des articles, ça reste vrai, même si ça remonte, même si des articles peuvent remonter à plusieurs dizaines d'années, même plus, siècles, même encore plus. Et donc, c'est un patrimoine qui reste valable. Dans ce cadre-là, on peut dire que la documentation mathématique, c'est aussi un outil de travail de la communauté mathématique. Et donc, c'est pour ça aussi les archives ou l'archivage, la conservation, la préservation de ce patrimoine ont quand même une importance primordiale. Et ça ne concerne, bien sûr, pour le papier, on peut dire, bon, il y a les livres qui sont dans les rayons, on les trouve, il faut les classer. Le patrimoine, maintenant, c'est bien sûr aussi le numérique. Ça change depuis les 30 dernières années. Et aussi pour le patrimoine numérique, il faut que la communauté des mathématiciens, mais aussi les bibliothécaires, qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions pour garder aussi, préserver cette documentation. Bon, donc, pour récapituler, c'est un outil de travail ouvert, parce qu'il n'est pas fermé. C'est un outil de travail ouvert à la communauté mathématique et c'est aussi un outil de travail qui ne perd pas de sa valeur scientifique. Bon, on peut dire avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des publications ont été, les articles ont été surtout publiés par des publications scientifiques, par des éditeurs, par des sociétés savantes. Et c'était un patrimoine commun et toujours ouvert. Après la Seconde Guerre mondiale, le budget a été augmenté, mais aussi le volume du patrimoine, le volume des publications aussi a augmenté. Et c'était parfois difficile pour les sociétés savantes de suivre. C'était trop de travail. Ils ne pouvaient plus tout publier. Et il y a eu des rachats de revues. Il y a eu des financeurs qui, par exemple, on peut mentionner Robert Maxwell, qui a acheté des revues aussi auprès de sociétés savantes et qui a créé, qui a créé une sorte d'éditeur pour que les publications puissent être publiées. C'était après les pergamons de presse qui après ont été même vendus dans les années 90 à Elsevier. À partir des années 90, il y a eu d'autres rachats entre éditeurs, surtout éditeurs commerciaux, et les revues sont devenues une marchandise. Il y a eu une marchandisation des revues scientifiques. Et avec le numérique, ça a encore énormément explosé. On peut parfois, il y a des tableaux qui donnent des chiffres. Par exemple, un éditeur comme Wiley, ils ont fait des bénéfices de 40%. C'était plus que Apple ou plus que l'automobile BMW, pardon. Non, quand je dois traduire BMW en français,
ça ne marche pas. Qui ont eu des bénéfices de 12%. C'est quand même une différence. Bon alors, si on regarde ça, le patrimoine mathématique, un outil de travail, il y a un rôle, les bibliothèques jouent un rôle clé aussi dans ce patrimoine. Ce qu'on observe dans la plupart des bibliothèques de mathématiques, c'est aussi la proximité. Elles sont la proximité où les bibliothèques se trouvent normalement dans les laboratoires de recherche. Comme ça, les chercheurs peuvent venir consulter rapidement. Il ne faut pas, tout est presque sur place. Il faut aussi faire vivre ce patrimoine. Les bibliothécaires sont dans la plupart des cas des non-mathématiciens. Et bon, c'est difficile après de choisir des titres en mathématiques si on n'est pas si on ne connaît pas vraiment ce domaine. Alors, dans la plupart des cas, la plupart des bibliothèques s'appuient aussi après sur le conseil d'une commission de la bibliothèque. Une commission qui regroupe plusieurs mathématiciens, mathématiciennes des différents domaines de recherche pour choisir ensemble sur les collections à acquérir. Bon, après, les fonds, il faut les traiter de façon selon les règles de la bibliothéconomie, c'est le catalogage, c'est la présentation, c'est la visibilité dans les catalogues. Ainsi, le patrimoine des bibliothèques mathématiques, il est signalé dans le SUDOC. Vous connaissez probablement le SUDOC, ce catalogue des universités, des grands établissements aussi. Et il y a aussi, pour les périodiques de mathématiques, il existe encore un catalogue, le CFP, le catalogue fusionné des périodiques, qui est vraiment limité aux mathématiques et à l'aide duquel on peut localiser un titre. Après, on peut voir dans quelle bibliothèque se trouve tel ou tel titre. Bien sûr, une des missions centrales dans les bibliothèques, c'est de garantir un accès pérenne à la documentation. Pour le support papier, bon, je vais en parler plus tard, plus en détail. Bon, c'est plus simple. Le problème se pose par contre aussi pour le patrimoine numérique, pour lequel, par rapport, bon, quand on achète un livre, un périodique en papier, on a le support physique dans les mains. On le range dans les étagères. Il peut être consulté, même si un abonnement n'existe plus. Avec le support numérique, ça change. Il n'y a pas de support physique. Souvent, c'est qu'une location à un accès. Et bon, ça demande une certaine attention. Nous sommes aussi dans le cadre du RNBM en train de travailler sur cette question qui n'est pas évidente. Et bon, je vais en parler un peu plus tard. Donc, alors, dans les bibliothèques, il faut aussi adapter les missions, les formations aussi à ces évolutions. On peut dire que les mathématiciennes, ils allouent beaucoup de moyens financiers aussi dans les bibliothèques. Il y a des crédits aussi pour CNRS, universités. Souvent, ce financement se fait par les laboratoires. Les laboratoires reçoivent des moyens qu'ils donnent après aux bibliothèques pour que les bibliothèques puissent acheter des collections ou pour que les bibliothèques puissent suivre leur mission. Le CNRS aussi a un rôle assez fort dans les bibliothèques
de recherche en mathématiques. Presque tout le personnel qui travaille dans les bibliothèques de recherche, c'est du personnel CNAS. Et parle maintenant, c'est pas seulement maintenant, depuis quelques années, l'INSMI, alors le CNRS à travers l'INSMI, et par le RNBM, alors, achète des collections à trois périodiques et 2 collections de livres de la Société mathématique de France. Et aussi, le CNRS finance aussi les revues de l'European Mathematical Society. Le CNRS finance un accès électronique pour toute la communauté mathématique nationale. Et aussi pour cet accès inclut aussi les sites universitaires sur lesquels les bibliothèques se trouvent, sont localisées. Et maintenant, il y a une dernière négociation, un dernier achat, un dernier contrat de l'INSMI. C'est l'achat des revues depuis 2021. Les revues de l'EMS, ce sont à peu près 23. C'est un contrat de 5 ans pour en même temps favoriser un nouveau modèle économique. C'est le modèle Subscribe to Open. Je vais aussi revenir après, un peu plus tard. Au niveau des campus universitaires, presque pour ça, c'est valable probablement pour toutes les bibliothèques de mathématiques. Il y a un partage des ressources parce que beaucoup de titres mathématiques apparaissent aussi chez les grands éditeurs comme Elsevier, Wiley, Cambridge. Ce sont des éditeurs multidisciplinaires qui généralement sont achetés par les universités, par les SCD, parce que ce sont des licences coût par an. Et les bibliothèques de mathématiques peuvent aussi profiter de cet accès. Il y a des cas où il y a une refacturation, où il y a peut-être aussi d'autres partages de financement. Il y a des laboratoires qui achètent eux-mêmes les ressources mathématiques. Et le campus peut profiter aussi d'un accès électronique à ces ressources électroniques mathématiques. Alors comme ça, on essaie d'échanger, de mutualiser les accès. Après, il y a aussi on peut avoir d'autres sources de financement, soit par des fédérations ou aussi au niveau national, par exemple, le financement cadiste pour la bibliothèque Jacques-Hadamard. Je vais revenir aussi. Pour revenir à Orsay, alors l'activité mathématique s'organise à Orsay vers 1962. C'est aussi le début de la bibliothèque, de la création de la bibliothèque mathématique d'Orsay sur l'initiative de Jean-Pierre Cahan. Le bâtiment, les mathématiciens étaient installés dans le bâtiment 425. Il y a eu une expansion du département et constitution des équipes vers 1970, des équipes, des unités URA du CNRS. Et en 1998, le laboratoire de mathématiques a été créé et c'est aussi la date de la création de l'unité mixte de services Bibliothèque Jacques-Hadamard. UMS, maintenant c'est UAR 1786. Comme ça, la bibliothèque, elle était depuis là gérée. Il y a eu toujours une direction scientifique, une direction de 4 ans, parfois entre 4 et 5 ans, ou 3 et 5 ans, ça dépend. Et il y a après une équipe de bibliothécaires, dont moi. Et en 2017-2018, tout l'Institut de mathématiques a déménagé dans ses locaux, et aussi la bibliothèque.
Alors, Jean-Pierre Cahan, il dit dans un vidéo qui a été réalisé juste avant le déménagement dans le bâtiment, il a parlé dans un entretien avec Jean Serre, il a parlé des débuts de la bibliothèque. Il a parlé que lui, il a pu venir, il était professeur à Montpellier avant, il a pu venir avec ses livres, avec son fonds à Orsay. Et sinon, il y a eu d'autres dons et d'autres legs. Et après, il y a eu aussi un financement par le CNRS, par les équipes et aussi par l'université. Et bon, là, j'ai entendu dans ce film Jean-Pierre Cahan, il dit aussi que le financement à travers les équipes, c'était plus intéressant qu'un financement dans le cadre d'un laboratoire. Le laboratoire, le LMO aurait pu être laboratoire plus tôt, mais bon, apparemment, comme il dit dans ce film, pour des raisons financières, ils ont préféré de rester encore équipe. Alors, la bibliothèque va bientôt disposer d'un fonds assez riche avec les différents financements et sera une bibliothèque de référence aussi au niveau national. Comme ça, vers 1980, fin 1980 et 1981, la bibliothèque Jacques-Adamar, non, c'était pas encore bibliothèque Jacques-Adamar, c'était la bibliothèque mathématique d'Orsay, en collaboration avec le SCD, est devenue bibliothèque cadiste. Et maintenant, depuis 2018, c'est un nouveau dispositif, une nouvelle infrastructure documentaire qui s'appelle Collex. Alors, je parle juste quelques mots sur la création des cadistes. Vers les années 70, il y a eu déjà un manque de moyens. D'autre part, il y a eu aussi de nouvelles demandes en recherche documentaire. Il y a eu déjà quelques bases de données qui ont fait accroître le besoin en ressources documentaires. Et il y a eu beaucoup de demandes de l'étranger aussi pour trouver des articles et des livres. Et il y a eu une constatation que ce fonds n'était pas assez riche. Mais c'était pas seulement en France. Il y a eu des enquêtes et il y a eu le but, c'était chaque chercheur, chaque scientifique de l'étranger, quand il fait une recherche en France, il devrait trouver les livres qu'il trouve et aussi l'inverse. C'est bien sûr, ce n'est pas très réaliste avec les moyens qui existaient, ce n'était pas possible. Il y a eu la création au niveau du ministère de ce réseau cadiste pour organiser cet achat de ressources documentaires. Et comme ça, la bibliothèque de mathématiques d'Orsay, qui disposait déjà d'un fonds très riche, est devenue, sur candidature, avec le SCD, bibliothèque cadiste. Elle a reçu elle a eu une subvention dans le cadre de cette mission. Aussi, toute cette mission a été signée dans une convention. La mission de la bibliothèque ou de toutes les bibliothèques qui sont devenues cadistes. Cadiste, c'était un réseau par discipline. Orsay est devenu cadiste pour les mathématiques. Les missions étaient l'achat de livres et périodiques de niveau recherche, aussi en langue étrangère, d'une façon la plus exhaustive possible, ce qui permet le budget. La bibliothèque avait aussi la mission de conserver, d'assurer une conservation, une préservation du patrimoine, et aussi de rendre disponible ce fonds documentaire à d'autres bibliothèques aussi à l'étranger, dans le cadre du prêt entre bibliothèques.
C'était clair, vers cette période-là, on ne parlait pas encore du fonds numérique. C'était un dispositif, le CADIS, c'était vraiment un dispositif qui concernait le support en forme papier. Et vers les années 2013-2014, il y a eu des réflexions que les CADIS ne sont plus adaptés à la documentation numérique. Et finalement, c'était vers la fin 2017, c'était l'arrêt de la convention cadiste. Et il y a eu un nouveau dispositif, aussi au niveau du ministère, c'est le groupement d'intérêt scientifique Collex-Percé. Là aussi, c'est un dispositif pour 5 ans. Et la bibliothèque Jacques Hadamard aussi, ensemble avec la SCD et aussi avec le soutien du RNBM, a candidaté pour être membre dans ce groupement d'intérêt scientifique et a été élu pour 5 ans. Ça se termine à la fin de cette année. Et la bibliothèque a pu continuer à profiter d'avoir aussi une subvention plus ou moins récurrente pendant ce collex qui s'arrête à la fin de cette année. Alors, la bibliothèque comme bibliothèque de recherche, elle était située dans le bâtiment 425 jusqu'en 2018. Et pendant très longtemps, la bibliothèque a été réservée pour les scientifiques, pour les mathématiciennes et mathématiciens à partir du doctorat, on peut dire doctorat, du département, aussi de l'université, les visiteurs de l'IHES, de l'école polytechnique. Il y a eu aussi des scientifiques d'autres laboratoires, d'autres établissements qui ont pu consulter le fonds. Par contre, le prêt, il était très restreint. Il était restreint. Ça s'explique aussi déjà par la volonté de garder dans la bibliothèque un fonds complet, sans avoir des lacunes, parce que les livres sont empruntés. Mais on n'a pas non plus acheté, on ne peut pas du tout comparer cette bibliothèque avec une bibliothèque universitaire. On n'a pas acheté beaucoup d'exemplaires d'un seul titre. Comme ça, on n'achète qu'un seul titre, parfois 2, pour que le fonds puisse quand même être emprunté par les membres du département. Par contre, le fonds, il est disponible pour la consultation. Il a eu la disponibilité de photocopieurs qui peuvent être utilisés par les extérieurs. Je me souviens encore quand je suis arrivée, c'était des très, très grosses machines. Les différents laboratoires ont envoyé une liste avec des ayants droit à la bibliothèque, des personnes qui avaient le droit d'utiliser les photocopieurs, et chacun a eu une petite clé. C'est pas une clé comme ça, c'était au moins la taille de ça, réservé pour ces laboratoires. À la fin, ça a été facturé, mais finalement, le travail administratif, bureaucratique, c'était tellement compliqué. Souvent, ça n'a pas marché, on a abandonné. La bibliothèque, elle disposait de 43 places assises, l'ancienne bibliothèque dans l'ancien bâtiment. De 43 places assises, il y a eu aussi 3 locaux où des gens pouvaient déjà travailler en petits groupes. Voilà une petite photo de l'ancienne bibliothèque. Vous voyez les rayonnages. C'était presque toutes les collections étaient en accès libre. On pouvait se promener dans les rayonnages, on pouvait chercher ce qu'on a. On pouvait trouver ce qu'on voulait chercher. Par contre, toutes les périodiques n'étaient pas rangés par manque de place.
Il y a eu surtout les périodiques anciens, parfois les débuts des grandes collections, qui étaient rangés dans une autre salle, et aussi des périodiques de langue russe n'étaient pas non plus rangés avec ces titres. On a dû déjà faire un choix. Et bon, des photocopieurs en libre accès. Bon, aujourd'hui, le fonds de la bibliothèque, il est constitué d'environ 70 000 livres, à peu près 800 titres de périodiques, dont encore 300 titres, à peu près 300 titres vivants, abonnements vivants. Il y a aussi un accès électronique. Bon, bien sûr, il y a l'accès électronique vers les libres accès, mais il y a aussi des abonnements de périodiques, d'e-books, aussi des abonnements parfois qui sont achetés ensemble avec l'ABU. Ça concerne, bon, je n'ai pas trop regardé les chiffres, c'est largement au-dessus de 5000 documents électroniques qui sont pour les membres du laboratoire aussi accessibles à distance. Mais par contre, ils sont accessibles à chaque visiteur qui vient à la bibliothèque. Il y a pour ça, il y a 14 ou 15 postes informatiques à la bibliothèque qui donnent un accès à toute la documentation auquel la bibliothèque est abonnée, et bien sûr aussi au titre gratuit. Bon, ça j'ai déjà mentionné, le fonds il est mentionné dans les grands catalogues comme le SUDOC et aussi le catalogue fusionné des périodiques. Le public maintenant, alors au début c'était à partir du doctorat, après il y a eu la réforme aussi déjà de l'enseignement supérieur. Comme ça, les étudiants à partir du M2 ont été accueillis, et dans ce nouveau bâtiment, depuis qu'on s'est installé dans ce nouveau bâtiment, on accueille les étudiants en mathématiques à partir de la licence. On a dit déjà tous les étudiants qui ont cours dans ce bâtiment peuvent venir à la bibliothèque. Le prêt, pour le moment, bon, les règles du prêt n'ont pas encore vraiment changé. Ce sont des discussions qui doivent encore se faire dans le cadre d'une nouvelle commission de la bibliothèque. Bon, voilà, une petite photo, mais bon, vous pouvez la voir, elle est juste à côté. On a à peu près un peu plus que 100 places assises maintenant. Il y a aussi 3 locaux avec des équipés d'un tableau qui peuvent utiliser pour du travail en groupe. Il y a 14 ordinateurs qui donnent un accès à toute la documentation électronique. Et il y a aussi le réseau Wi-Fi, comme ça les étudiants, les personnes qui disposent déjà d'un accès vers l'ENT sur le campus de l'université, ils peuvent aussi accéder à la documentation avec leur portable. Bon, voilà. Et c'est aussi un lieu de travail. Il y a aussi des étudiants qui viennent et qui ont dit bon, c'est joli, ils ont envie de venir, mais on observe quand même aussi une augmentation même de la fréquentation de la bibliothèque, et même on peut dire oui, bon, les gens viennent que pour travailler, mais ce n'est pas vrai parce qu'on fait une certaine sorte de statistique aussi pour la consultation des ouvrages et aussi des périodiques. Et là, on voit que ça reste plutôt stable et à un niveau assez élevé. Oui, bon, les achats des abonnements. Alors, la bibliothèque, on achète des abonnements titre par titre. C'est choisi, sélectionné dans le cadre de la commission de la bibliothèque. On les achète. Un accès, c'est normalement, on achète si c'est possible, le support papier et aussi un accès vers la version électronique. Et cette version électronique, elle est aussi accessible, par exemple, pour d'autres membres de l'université, des gens qui travaillent à la BU ou qui sont en physique théorique. Voilà, c'est limité vers l'ancien périmètre Paris-Sud. Ça, c'est un gros problème, la discussion avec les éditeurs sur le périmètre.
périmètre Paris-Saclay, périmètre Paris-Sud, ça pose des problèmes énormes parce que ça entraîne des coûts qui peuvent aller du simple au double. Les éditeurs multidisciplinaires, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, comme Elsevier, Couperin, Wiley, c'est pris en charge par la DIBISO, par la Direction des bibliothèques, de l'information et de la science ouverte. C'est la direction de tous les bibliothèques des établissements de Paris-Saclay. Et la BJH, en tant que UMS, elle est aussi membre partenaire de la DIBISO. Alors, ça veut dire on utilise les mêmes outils informatiques. Le catalogue, il est maintenant commun. On essaie de partager des accès électroniques vers la documentation. Et voilà. Alors, pour le moment, dès que le budget le permet, nous achetons surtout pour assurer une conservation, nous achetons aussi le support papier des titres. Pour le moment, beaucoup d'éditeurs proposent encore un prix réduit. S'il existe déjà un accès électronique, beaucoup d'éditeurs proposent aussi un prix réduit pour qu'on puisse acheter le support papier pour aussi avoir un support physique. Après, il y a la base Matternet qui est prise en charge par la bibliothèque, aussi pour des partenaires de la DIBISO. Bon, alors le classement, juste quelques mots. Les livres, ils ne suivent pas vraiment un ordre très bibliothéconomique. Les livres sont classés par auteur. Il y a les étiquettes sur les dos des livres, ça indique les 4 premières lettres du premier auteur. Il y a aussi, c'est un classement alphabétique. Après, les congrès sont classés normalement par la ville où un congrès a eu lieu, sauf des congrès très connus qui sont plutôt comme ICM ou qui sont plutôt classés sous le nom de ce congrès. Et les périodiques aussi sont classés par ordre alphabétique. Là aussi, j'ai discuté, là aussi, merci à mon collègue Alain Royer. Il aurait dû présenter un peu avec moi, mais il n'est pas disponible. Mais bon, on a quand même discuté ensemble parce que c'était lui qui était surtout, c'est lui qui a organisé avec Joël Merker et aussi avec vos prédécesseurs le rangement des bibliothèques parce que ce n'était pas évident. Les nouveaux bâtiments sont plus grands. Mais on a quand même un total à peu près de presque 3 km linéaires de documents, livres et périodiques ensemble. Et il y a eu, lors de la discussion, lors de la construction du bâtiment, il y a eu des discussions aussi qu'on voulait mettre un peu plus on voulait mettre plus de place assise à la disposition des lecteurs. Par contre, comme ça, on ne pouvait pas aménager tous les périodiques. On était obligé de faire un choix. Et parce qu'il y a eu déjà beaucoup de titres en version électronique, on a dit non, les livres, on garde la priorité aux livres. On aménage tous les livres vont être présentés en libre accès. Les périodiques, bon, il faut faire un choix. On a fait des enquêtes auprès du laboratoire, on a établi un score. La première, qu'on a essayé on a essayé vraiment de réfléchir en premier temps. Alors, ce qui était déjà clair, on voulait présenter tous les titres français. On devrait les présenter dans la totalité en libre accès à la bibliothèque. Et après, on voulait aussi présenter d'abord quelques titres phares de quelques éditeurs. Et là, on a fait une enquête, on a voulu les ranger selon un score. Et finalement, après, c'est aussi vous, Joël, vous le mentionnez aussi dans un film qui a été réalisé aussi avant le déménagement. Finalement, on a quand même réfléchi de présenter la plupart des titres qui sont disponibles à la bibliothèque.
Comme ça, on a dû, mais on ne pouvait pas présenter toutes les années, on n'avait pas assez de place. Comme ça, il y a pour quelques titres, il n'y a que une dizaine d'années et le reste sont dans des archives. Bon, alors la communauté mathématique, ça vous savez mieux que moi, les mathématiciens surtout, vous êtes une communauté qui ont l'habitude de travailler ensemble de façon collaborative et aussi internationale. Et il y a beaucoup de crédits qui sont alloués déjà aux bibliothèques. Donc le patrimoine, la documentation a quand même une valeur. C'est par cette spécificité de cette documentation, de la valeur de cette documentation, c'est normal qu'il y a aussi une collaboration après, même entre scientifiques et bibliothécaires. Et il y a aussi un soutien fort de l'INSMI pour la communauté. Ainsi, l'INSMI a créé, entre autres, trois structures qui travaillent tous au service de la communauté. C'est déjà, bien sûr, la création du réseau national des bibliothèques de mathématiques. Il y a aussi la création maintenant c'est UAR, de l'unité mixte de MathDoc à Grenoble, qui se sont occupés qui ont fait beaucoup de numérisation au début et qui après qui mettent à la disposition de la communauté des plateformes aussi pour accéder à la documentation. Et il y a aussi le réseau Matrice, c'est le réseau des informaticiens des laboratoires de mathématiques. Et l'INSMI soutient ces réseaux. Alors donc le RNBM et Matrice sont devenus tous les deux des réseaux, des GDS, tandis que MathDoc est c'était une UMS, mais maintenant une UAR. Voilà une petite carte. Ça veut dire aussi les bibliothèques travaillent ensemble. Et là, simplement une petite carte où on trouve des bibliothèques de mathématiques qui collaborent pour travailler ensemble à assurer un accès pérenne à ce patrimoine. Bon, déjà, dans les années 70, il y a eu un manque de moyens. Il y a eu des bibliothèques qui étaient des petites bibliothèques de mathématiques, surtout qui étaient même obligées de se désabonner en masse. Et ces désabonnements mettaient en péril aussi le patrimoine scientifique des chercheurs. Et il y a eu, avec le soutien de la Société mathématique de France, il y a eu déjà en 1974, il y a eu une première commission de bibliothèque qui a été créée. Elle était présidée par un mathématicien. Cette commission réunissait des scientifiques et des bibliothécaires pour qu'on travaille ensemble à ce problème. Ils ont essayé de résoudre ensemble ces problèmes financiers qui menaçaient le patrimoine. Le réseau, c'était un réseau amical, le réseau RNBM. Ce réseau devenait le réseau RNBM, le réseau national des bibliothèques mathématiques. C'était d'abord un réseau amical où des bibliothécaires et scientifiques, d'abord des bibliothèques parisiennes, se réunissaient. Après, ça a été étendu aussi dans les autres villes. La première responsable de ce réseau était Geneviève Sureau, ma prédécesseuse à la bibliothèque Jacques Adamar. Et il y a eu en 1995, il y a eu la création de MathDoc avec des gros projets de numérisation. Et le RNBM, il a eu un statut officiel en 2004. C'est devenu groupement de services GDS du CNRS avec un budget. Là, le RNBM reçoit de l'INSMI un budget.
Ce budget sert surtout à payer les licences nationales, comme ce que j'ai déjà mentionné, pour la SMF et l'EMS, pour donner un accès ouvert à toute la communauté. Bon, il y a eu aussi, ce qui est devenu urgent aussi, c'était une uniformisation de l'informatique. Comme ça, c'était même, ça a été fait, ça a commencé à Orsay. Il y a eu la création de catalogues communs sous un logiciel, ça s'appelait Texto. Ce logiciel a été installé après dans plusieurs bibliothèques. C'était vraiment le début des catalogues électroniques pour donner l'occasion de chercher de partout le fonds documentaire. Ce qui était aussi important, c'était une des actions, des premières actions aussi du RNBM, c'était d'organiser des stages, des formations pour que le personnel dans les bibliothèques puisse se former aux nouvelles technologies. Il y a eu, pour proposer à la communauté mathématique un accès à la documentation le plus égal possible, il y a eu déjà des négociations. Comme ça, le RNBM a commencé déjà en 1996 de négocier avec des éditeurs. Par exemple, même avec Springer, ils ont commencé à négocier déjà des accès en ligne aux revues. C'était le CNRS a payé un accès électronique et les bibliothèques, par contre, devaient garder leur abonnement. Et c'était des contrats déjà pluriannuels avec une augmentation des tarifs très limitée. Bon, après, le premier accord pour la base Mathénet, c'était encore sous forme de la revue Mathematical Reviews. Ça a été signé en 1998. C'était aussi fait dans la perspective de donner un accès égal à toute la communauté mathématique. Comme ça, les bibliothèques, les grandes bibliothèques payaient un tarif plus fort que les bibliothèques, les petits établissements. Des négociations récentes concernent aussi les revues de la SMF et maintenant aussi de l'European Mathematical Society. Ce sont les licences payées par l'INSMI qui donnent cet argent au RNBM. Bon, alors aussi la mission centrale du RNBM, ça reste garantir un accès pérenne à la documentation sous n'importe quelle forme. Après, il y a aussi d'autres projets qui s'ajoutent, comme accompagnement vers la science ouverte, assurer la visibilité des publications de mathématiques, aussi toujours accompagner les professionnels de l'IST aux nouvelles technologies, aux nouvelles politiques documentaires. Alors, un des gros projets du RNBM, c'est le plan de conservation partagée. Le PCMAT, il a été initié par l'INSMI. L'année prochaine, il aura 10 ans. Le but, ce n'est pas de libérer des étagères, mais le but, c'est de coordonner, d'assurer. Il faut garder au moins 2 collections complètes au niveau national de chaque titre de périodique dans corpus. Et là aussi, encore une fois, l'investissement aussi des scientifiques. Il y a des scientifiques qui décident, qui regardent quel titre de périodique va faire partie de ce corpus. Et là, pour le moment, il y a un corpus d'environ 1000 titres, un peu plus, et on essaie de garder au moins deux collections complètes en support papier
dans des bibliothèques, qui s'engagent à elles de ne pas les mettre sur le pion, de les conserver dans de bonnes conditions. Cet outil de travail, c'est une administration, gestion et administration assez pénible, assez dure. Et là aussi, on a l'aide de Madoc, qui, cet outil, c'est le CFP, qui initialement, ce catalogue fusionné des périodiques, qui était initialement un outil pour faciliter la recherche documentaire, mais qui est maintenant, c'est Madoc qui gère ce catalogue, mais qui a été, qui a évolué pour être un vrai outil de travail. Et là, il y a encore merci à Madoc qui ont vraiment fait un très gros travail de développement. Bon, après, ce sont encore d'autres projets aussi. Il y a sur le site du RNBM, on trouve une liste des licences des éditeurs, leur politique d'achat, leur possibilité d'accorder un prêt entre bibliothèques en papier ou par PDF. Ce n'est pas si évident. Ça dépend même des éditeurs. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer un PDF à une autre bibliothèque? On le fait. On n'a pas eu de problème, mais le travail avec le numérique, avec les éditeurs, ça ramène beaucoup de restrictions, de problèmes. Comme ça, nous essayons aussi déjà de centraliser les informations pour qu'on puisse les trouver sur le site. Ça va nous aider aussi parce que le groupe et le travail est encore en cours. On est en train d'évaluer la politique d'archivage de chaque éditeur déjà. Et ça va nous servir aussi pour notre futur projet, la conservation électronique. Parce que le plan de conservation partagée que je viens de présenter, ça concerne le support papier. Ça ne concerne pas du tout l'électronique. Après, bon, il y a le portail MAT que vous connaissez probablement, qui est aussi le fruit d'une bonne collaboration entre les réseaux, le MATDoc déjà, qui ont créé ce portail, mais aussi les autres réseaux, les RNBM et surtout aussi Matrice, qui participent à ce portail déjà pour afficher les ressources électroniques qui sont disponibles. Il y a une gestion même des identifications, des licences. Par Matrice, il y a aussi des services que Matrice a développés pour la communauté, comme des stockages, des sites de vidéoconférence, d'utilisation d'un document commun où on peut écrire en LaTeX. Bon, les abonnements électroniques, c'était... Au début, c'était des abonnements sous forme papier. Après, de plus en plus de titres paraissent avec une version électronique. Et le papier, au début, l'abonnement typique était encore le papier plus online. Ça devient de plus en plus plutôt l'online plus peut-être le papier. Et ça pose après ça a créé des collaborations pour faire ensemble ces négociations pour arriver à des prix plus ou moins acceptables. Vous avez certainement aussi entendu parler des modèles Big Deal qui ont été utilisés surtout par les éditeurs comme Elsevier, aussi Springer. Ce sont des abonnements par bouquet à des prix parfois très, très intéressants, peut-être beaucoup plus intéressants qu'une sélection par titre. Nous avons fait l'expérience avant l'année dernière, ou il y a 2 ans. Mais par contre, les bibliothèques et les scientifiques perdent la possibilité de choisir parmi les titres.
Et surtout, ce sont des contrats pluriannuels avec une augmentation définie qui peut être de 3%, mais si les budgets des bibliothèques n'augmentent pas, ces augmentations qui sont déjà inscrites dans des conventions, ça pose des problèmes. Et ça peut après pénaliser les éditeurs scientifiques pour lesquels qui n'appliquent pas cette politique agressive, pour lesquels après les bibliothèques n'ont plus les moyens pour les payer. Vous savez, la communauté mathématique a une large culture de la science ouverte. Et là aussi l'INSMI, mais la communauté préconise la publication aussi la publication dans des revues qui permettent de mettre à la disposition déjà aussi dans des archives la version pour qu'on puisse accéder au contenu. Et surtout, dans le cadre du plan S, il y a l'obligation de publier dans des revues en sciences ouvertes les articles qui ont été payés, pour lesquels la recherche a été payée au moins jusqu'à à moitié par des moyens publics. Bon, il y a les journaux, bien sûr, pour lesquels qui publient sous la voie dorée où il faut payer des APC, des Article Processing Charges. Et cette politique est complètement bon, ce n'est pas du tout préconisé par la communauté mathématique. Mais par contre, il y a d'autres modèles qui naissent, qui existent, les modèles diamants, où ce sont des institutions aussi qui payent, pour lesquelles on paye. Il y a je ne veux pas maintenant aller loin dans cette politique parce que bon, je n'aurai pas le temps et ce sera après. Mais bon, il y a eu un éditeur, bon, c'est le Centre Mersenne que vous connaissez peut-être. C'est une plateforme qui édite des publications scientifiques en libre accès avec un financement par le CNRS et par l'Université Grenoble-Alpes. Et sinon, j'ai vu lors d'une petite enquête que j'ai lancée qu'il y a aussi les archives ouvertes qui sont beaucoup utilisées, par exemple l'Archive. Et là, presque, bon, j'ai fait une mini-enquête, je voulais avoir des informations un peu sur l'usage des recherches documentaires. Et presque toutes les personnes qui ont répondu utilisent beaucoup Archive. Et aussi, bien sûr, Mathenet. Mais Archive donne déjà l'accès au contenu. Et bien sûr, il y a des gros programmes de numérisation, comme numérisation dans NUMDAM. NUMDAM, MADOC, qui a eu aussi des contrats avec beaucoup d'autres partenaires, aussi avec la BNF, pour numériser des livres anciens. Après, il y a les revues, les séminaires français qui sont numérisés sous l'égide de NUMDAM. Il y a aussi des bibliothèques qui participent à ces numérisations, qui numérisent et après où les fonds qui ont été numérisés vont être affichés, localisés dans NUMDAM. Alors c'est maintenant une bibliothèque virtuelle qui publie, bon, vous voyez, presque 61 000 articles déjà de 81 revues. Il y a aussi 82 livres de 5 collections. Il y a aussi des thèses, 263 thèses. Bon, là, je peux aussi parler de mon expérience que l'accès à des thèses, à des textes originaux, c'est devenu assez important et beaucoup demandé. Je ne l'aurais pas pensé. Ça, c'était aussi, on n'a pas été bien compris à Collex. On voulait faire une petite anecdote. On voulait faire numériser des thèses. On a écrit une lettre et on a envoyé ça à Collex.
ça devrait être financé. Collex nous a répondu non, ce ne sera pas financé, il n'y a pas d'intérêt scientifique. Bon, voilà. Et juste après, nous avons eu beaucoup de demandes pour accéder, pour des accès à des thèses qu'on ne trouve pas, qui sont qu'on ne peut pas, peut-être pas non plus emprunter parce qu'elles sont dans un état un peu très très fragile. Alors, on n'abandonne pas ce projet, on va le peut-être reformuler, essayer d'envoyer de nouveau. Alors maintenant, il y a les grandes questions qui se posent aussi pour la conservation électronique. Le plan pour le support papier, bon, on peut dire le papier n'est pas sûr à 100% non plus. On ne sait pas, la qualité baisse, mais je ne parle même pas d'une conservation éternelle, mais pour le moment, je ne parle que d'une conservation à très long terme. Pour le papier, on peut dire que pour le moment, ça peut aller. Par contre, pour le support numérique, il manque on n'a pas de connaissances, pas d'informations, et c'est quand même un support qu'il faut garder. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, par exemple. Bon, il ne suffit pas de faire un stockage, de le conserver sur un serveur. Dans 10 ans, on ne peut pas le lire. Le format PDF peut-être n'existe plus. Il n'y a plus les machines avec lesquelles on peut lire ces modèles. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de changement de format, changement de matériel informatique? Qu'est-ce qui se passe quand on achète des ressources électroniques, des abonnements? Il faut dire, les abonnements électroniques sont très très chers. Ils sont plus chers même ou le même prix que pour le papier, sauf qu'on n'a rien à la fin. Comment est-ce qu'on peut le sauvegarder? Qu'est-ce qui se passe si l'éditeur n'existe plus, s'il est racheté par un autre, s'il fait faillite, si son serveur tombe en panne? Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent et qu'on ne peut pas encore résoudre. Ça demande des moyens, même au niveau je pense au niveau national, peut-être même international. Il faut mettre à la disposition de ces réflexions des moyens humains et financiers. Bon, c'est vrai, il y a dans des négociations récentes aussi de coparents sur la question est-ce qu'il y a une conservation pérenne des revues, ce qu'on achète? La réponse, c'est peut-être en train de changer, mais il y a quelques mois, c'était comme ça. C'était oui, bon, il y a Panist. Par contre, Panist, comme nous a confirmé même Jérôme Calfon, le directeur du bureau de Coparin, il a dit c'était un one-shot. Donc, il y a eu de l'argent. Par contre, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de personnel rattaché. Alors, il y a d'autres plateformes aux États-Unis. J'ai presque terminé. D'autres plateformes, Portico, Clockslox, c'est aux États-Unis qui travaillent d'une façon avec des moyens partagés, des bibliothèques parfois qui partagent ce travail, mais on ne peut pas, ce n'est pas pour nous, si on veut accéder à un article, ce n'est pas sans frais. Il faut prévoir aussi des frais. Après, le CINES, la BNF, peut assurer une conservation, mais c'est aussi à moyen terme, à 3 ans, à 8 ans, et ça entraîne des frais, des dépenses énormes. Bon, alors, pour dire, la documentation mathématique, c'est un patrimoine ouvert qui est consultable pour tous dans des bibliothèques, par le prêt entre bibliothèques. Il y a aussi des négociations qui ont donné l'occasion d'offrir un accès à toute la communauté ou dans les moyens les plus possibles. Il y a un travail en réseau, tous ensemble, pour travailler à ce patrimoine pour qu'il soit accessible à tous, ouvert à tous. Et
Bon, voilà, il y a des publications qui se font dans des archives ouvertes. Et bon, il y a aussi des engagements, mais ça commence, c'est en cours, ce sont des projets aussi, beaucoup de discussions dans les engagements dans la science ouverte. Et bon, merci.